C'est notre invité Raquel Garrido depuis l'Assemblée nationale et en plateau avec nous Jean-Christophe Gallien. Bonjour, vous êtes politologue. Vous avez écouté, comme des millions de Français, Emmanuel Macron à la mi-journée. Bon, Emmanuel Macron, pas de surprise, sûr de lui, il ira jusqu'au bout de la réforme des retraites. Enfin, il y a quand même une petite surprise, c'est cette capacité à être très offensif. D'abord, effectivement, sur ce projet de réforme. Il parle de son chemin, c'est cette expression qu'il répète, le parcours démocratique, le chemin démocratique et parlementaire de ce texte. Ça, c'est clair. On a le sentiment, finalement, que il était comme en campagne, si vous voulez. Il y a eu deux moments dans cette interview. Il y a un premier moment un peu maîtrisé par vos confrères qui lui posent des questions sur le projet de loi de réforme. Et puis ensuite, après, quasiment une bonne moitié où il a déroulé finalement ce qui allait se passer à partir de maintenant. En gros, avec le message, on change rien, on continue. Et c'était vraiment, véritablement. Et surtout, ça a été dit sur... On n'attendait pas le contraire. Oui, mais on pouvait attendre malgré tout quelque chose qui colle davantage au réel. C'est-à-dire que si vous voulez, là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a un Emmanuel Macron, peut-être plus encore que depuis la réélection, en totale confiance, c'est-à-dire avec une affirmation, une assez grande force qu'il n'a pas vraiment démontré. Alors il dit que c'est Madame Borne qui n'a pas voulu aller au vote jeudi dernier. Certains ont dit que c'était lui puis que c'était piloté depuis l'Élysée. Lui, non, Madame Borne a voulu aller au 49-3. Finalement, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui est le chef de gouvernement, elle décide. Et donc finalement, on a quelqu'un qui est là dans cette dimension. Donc il y a un décalage par rapport au réel. C'est comme s'il ne regardait pas exactement le même pays que ce que vous venez de démontrer. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans la rue, de manière organique, pas tout à fait verticalisée. Et lui, il dit non, moi je continue ma route, mon chemin, notre chemin d'ailleurs, qui est partagé. Et puis après, il ouvre sur une manière de faire et surtout un agenda qui va être un petit peu bougé. Vous restez avec nous. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale avec Raquel Garrido. Bonjour, vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez pensé quoi de l'intervention d'Emmanuel Macron? Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez parlent tous les deux de mépris. Oui, c'est une intervention présidentielle qui est exaspérante, qui, à mon sens, met encore de l'huile sur le feu. Elle provoque les Français à ce qu'ils se mobilisent davantage et c'est ce qu'il va obtenir. Demain, la mobilisation sera encore plus puissante, encore plus massive. Et il semble ne pas avoir compris qu'au-delà de la question de la retraite à 64 ans, sur lesquelles les Français sont unanimes pratiquement, il y a maintenant une nouvelle dimension à la mobilisation qui est l'aspiration démocratique. C'est bien le 49-3 et le refus in extremis de ce vote ici à l'Assemblée nationale qui a provoqué ce redoublement et cette intensité nouvelle dans la mobilisation que l'on voit depuis jeudi soir. Et là, cette intervention clairement montre qu'on arrive finalement à une cruelle réalité. C'est que le problème, c'est lui. Le problème, c'est que, semble-t-il, personne n'arrive à cet homme, personne dans son entourage, dans son gouvernement, personne dans la présidence du Sénat ou à l'Assemblée nationale ne le regarde dans les yeux pour lui dire « ça ne va pas ce que vous faites, Monsieur le Président, ça ne va pas ce que vous dites et changez, voilà, retirez la loi ou... retirez-vous vous-même, parce qu'en bout de course, dans ce conflit entre le président et les Français, pourquoi est-ce que ce serait cet homme seul qui gagnerait ? La démocratie commande que ce soit les Français qui gagnent. Donc, il faudrait peut-être revoter sur le président lui-même. En tout cas, c'est une question qui se pose maintenant clairement depuis cette allocution ratée, provocante, nulle et non avenue, peut-être, sauf sur un point, qui est la question du recours au Conseil constitutionnel, car il a admis que le Conseil constitutionnel n'avait pas encore décidé de la constitutionnalité de la loi, en conséquence de quoi il ne peut toujours pas promulguer la loi. Et en effet, c'est un grand espoir, je crois, que nous portons tous sur ce Conseil constitutionnel désormais pour qu'il juge en droit et pas en politique. Car en droit, cette loi de retraite est inconstitutionnelle. Je reviens sur ce que vous disiez, Raquel Garrido. Emmanuel Macron doit partir. Pour quelle raison? Au nom de quoi? Puisque la motion de censure a été rejetée, ce sont des règles démocratiques. Non, monsieur, ce n'est pas une règle démocratique, c'est une règle dans la Constitution, elle est constitutionnelle, mais dans aucun pays démocratique, on peut décider à 10 minutes d'un vote que le vote n'aura pas lieu juste parce qu'on n'a pas la majorité dans la salle. Même dans une cour d'école, un enfant peut comprendre que s'il y a une règle du jeu, on la respecte même quand elle ne nous avantage pas. C'est pas la première fois que le 49-3 est dégainé dans la Ve République. De réunir... C'est visiblement la fois de trop.
Visiblement, c'est la fois de trop. Vous savez, vous avez vu comme moi maintenant dans les mobilisations, ces Français qui même mettent le feu à ces 49.3. Tout est axé autour de cette question de 49.3. Cet article doit être supprimé, cet article doit mourir. Nous commençons déjà, d'ailleurs, vous voyez bien ce qui se passe dans le pays, nous remettons en cause fondamentalement cette 5e République, son fonctionnement, ce rôle du président. Et donc oui, l'heure est à la 6e République. L'heure est à passer pacifiquement à la 6e République. Et le président Macron est en train d'accélérer un processus constituant, un mouvement constituant dans le pays pour la 6e République. Il va falloir une solution pacifique à tout ça. Mais en attendant, le point de blocage, très clairement, il est très visible, c'est patent. Le point de blocage, c'est Emmanuel Macron. On comprend bien, Raquel Garrido, que les manifestations vont se poursuivre avec une grande manifestation prévue demain, manifestation intersyndicale. Emmanuel Macron a clairement fait le distinguo entre les rassemblements organisés par les organisations syndicales, par les centrales, et les rassemblements sauvages, en faisant allusion à l'assaut du Congrès américain en janvier 2020. On ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Est-ce que ça vous a inspiré quelque chose de particulier ? C'est une faute de stigmatiser ainsi l'aspiration démocratique des Français. Les Français ne sont pas des factieux, ni des factions, ni des putschistes. Les Français se sont rassemblés ici devant l'Assemblée nationale jeudi soir, non pas pour attaquer les députés, non pas pour attaquer l'Assemblée nationale, mais à l'inverse, pour nous défendre, pour dire laissez-les voter, ces députés que nous avons mis dans cet hémicycle par nos voix, par notre élection. C'était quand même assez touchant d'ailleurs, il faut l'observer. Il y a eu des moments dans l'histoire de France où des Français se sont rassemblés place de la Concorde contre l'Assemblée. Mais ce n'est pas le cas de ce qui a eu lieu jeudi soir et de ce qui se déroule dans le pays, notamment dans la jeunesse, cette jeunesse qui effectivement prend les rues de façon un peu spontanée, un peu désordonnée. Et qu'a fait jusqu'à présent le préfet Núñez? Il les nasse, il les met en garde à vue pour une nuit entière, et ensuite il n'y a pas de poursuite, car en fait ils ne font rien de mal. Ils ne font rien de mal. Même, ils ont poussé le ridicule à la préfecture l'autre soir, à les nasser pendant 3 heures et ensuite les conduire au métro. Vous voyez, enfin, on est quand même dans une situation qui est absurde vraiment sur le plan de l'état de droit. Les jeunes, et ils ont tout à fait raison, n'acceptent pas le passage en force au 49.3. Quand le président a dit tout à l'heure que le vote de la motion de censure valait adoption de la loi, c'est faux. Parce que ce que dit la Constitution précisément, c'est que grâce au 49.3, on peut considérer comme adopté, et je cite, une loi qui en réalité ne l'a pas été. Donc ça crée une fiction juridique qui est insupportable. Et alors quand il dit en plus que la République peut se jouer à une voix ou elle sait jouer à une voix, ben justement pourquoi il n'a pas pris le risque jeudi soir de perdre même à une voix? Donc c'est un tricheur, c'est un menteur. Ils ont utilisé l'article 47.1 dès le départ comme voie de fondement de la loi pour pouvoir en arriver au 49.3. Car je rappelle que dans les textes budgétaires, le 49.3 peut être utilisé, on va dire, à volonté. Et ils avaient tout ça dans leur tête dès le début. Ils nous ont floué tout le monde. Et là, le président, en reprenant les éléments de langage qu'on a entendus sur tous les tons de la part de Mme Borne et du gouvernement, il convainc qui? Personne. Il sait bien qu'il ne convainc personne. Oui. Donc voilà, rendez-vous demain dans les rues du pays tout entier, et rendez-vous aussi au Conseil constitutionnel. Merci beaucoup Raquel Garrido pour votre intervention sur France 24, sur la même tonalité qu'Olivier Faure, votre collègue socialiste, qui exprime sa réaction. Emmanuel Macron, dit-il, a mis plus d'explosifs sur un brasier déjà bien allumé. Jean-Christophe Gallien, une réaction peut-être à ce qui vient d'être dit? On sent un décalage là pour le coup qui est maintenant très complexe, puisque je pense qu'on peut aller même au-delà. C'est-à-dire que là on a une réaction d'opposition qui sont parfaitement établies à gauche, voire à l'extrême gauche. On a quelque chose qui peut se passer aussi avec les Républicains. Ils ont loupé, si vous voulez, Emmanuel Macron, il dit, voilà, le mandat que j'ai donné à Elisabeth Borne, c'est d'aller plus loin maintenant dans la majorité. Alors il ne dit pas une majorité de gouvernement, il dit une majorité au cas par cas. Ce qui est un peu reproché d'ailleurs globalement, il dit je ne peux pas faire autrement parce qu'il y a deux légitimités, il y a la mienne, il y a celle de l'Assemblée nationale, les deux sont au suffrage universel direct et donc c'est celles-là qui prévalent et on doit faire ensemble. Maintenant elle doit aller chercher une majorité texte après texte, qui dit d'ailleurs on l'a déjà fait en partie. Là en l'occurrence on voit quelque chose qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une séparation qui se fait. Les propos de Raquel Garrido sont
très violent. Je pense qu'elle se trompe d'ailleurs de rentrer déjà maintenant dans la 6e République. Elle devrait se concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui, la réforme, l'utilisation du 49.3, le fait que le texte n'ait pas été réellement examiné. Ça, c'est clair. Conseil constitutionnel. Exactement, aller au Conseil constitutionnel. De là à dire, non, 6e République, à vouloir... Alors, Macron, évidemment, le départ, ça a été quand même une information très forte. On est dans un contexte qui est évidemment très explosif. Là où elle a raison, c'est que finalement... Emmanuel Macron, il a fait comme s'il n'avait pas vu ce qui s'était passé. Alors, on ne peut pas dire qu'il jette un explosif dans le feu, puisque le feu est très présent, et s'il jetait un explosif, il serait complètement fou. Il dit simplement, on est en train de réussir. Faites-moi confiance, on est en train de réussir. Alors, comment on réussit? Donc, il y a une le vraie chômage, déconnexion quand même, parce qu'il exactement. y a une vraie colère qui monte et qui est visible. C'est là où je vous disais tout à l'heure, on dirait qu'il ne regarde pas exactement le même pays. Il peut affirmer, être en campagne, dire ce que je fais très bien, on est en train de réussir. Maintenant, j'ai compris que vous aviez des difficultés. Il parle d'intérêt général, exactement. de sens de la nation. Et il ne va pas du tout, ni en empathie, ni même par quelques mots, essayer de tendre la main. Il met même une gifle, disons-le clairement, à M. Berger directement, à la CFDT, qui était son allié sur le précédent projet de réforme des retraites, en 2019 et 2020. Et là, il lui dit, mais en gros... jusqu'à l'âge pivot de 64 ans. Exactement. Mais en fait, en réalité, c'était quand même une proximité. Les syndicats dits réformistes. Et là, en l'occurrence, il leur dit, il gifle pas la CGT, il dit simplement, regardez, même ceux-là, ils n'ont rien proposé en compromis. Même ceux-là, ils n'ont pas réussi à prendre notre main. Malgré tout, Emmanuel Macron tend la main aux syndicats, puisqu'il leur propose une nouvelle méthode, et puis de revenir dans la concertation, notamment sur les conditions de travail. On n'y comprend plus rien. Non, parce qu'effectivement, maintenant, il détricote le projet, et sur certains thèmes, on voit bien qu'il dit, bah là, c'est discutable, là, c'est sur l'usure professionnelle, exactement, notamment. Ouais. Exactement. Donc, on est sur un... Je pense que c'est toujours la même manière d'aborder la question. Alors, certains vont dire que c'est du cynisme, de la verticalité, et ainsi de suite. Ce qui est un peu inquiétant, si vous voulez, c'est que s'il discutait, s'il avait une conversation avec les leaders syndicaux, les leaders de l'opposition, et qu'il y avait cette conversation dont il parle, finalement, il n'arrête pas de dire, oui, on est en pleine conversation, on essaie de convaincre, maintenant, si on n'arrive pas à convaincre, tant pis, on avance. En gros, c'est ça le message. Là où il fait abstraction d'un élément, c'est que même les syndicats sont inquiets. Même certains hommes et femmes politiques sont inquiets parce que les bases sont en train de leur échapper. Exactement, les bases. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, cette nuit encore à Paris, ce matin un peu partout en France. Ce sont les bases qui réagissent. Ce sont les bases de manière organique qui travaillent. Et ça, on sent sentiment qu'il n'y va pas. La seule réponse qu'il donne à ça, c'est celle de l'ordre. Vous voyez, il passe sur l'idée de la violence ou de ce qui est en train de se passer. Il dit, moi, je suis le garant de l'ordre. Et il le mélange d'ailleurs avec la guerre, avec des choses comme ça. On ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Exactement. Et alors ça, c'était au début. Et si vous passez dans la deuxième partie, mais moi, mon agenda et celui que j'ai demandé à mon gouvernement, c'est tenir l'ordre, protéger les biens et les personnes. Et il mélange les deux. Donc c'est dans un contexte où, voilà. Il mélange aussi avec les contributions exceptionnelles puisqu'il annonce une taxation sur les grandes entreprises. Là aussi, ça peut être vu comme une concession. Oui, alors... A posteriori, parce que ça fait un moment que les entreprises utilisent l'argent gratuit pour racheter leurs propres actions et créer du résultat financier. Ça fait quelques années, c'est pas d'aujourd'hui. Et là, maintenant, il met le doigt dessus parce qu'il sent que ça prend dans l'opinion aussi et que c'est un moment, effectivement, où il faut corriger tout cela parce que les Français eux-mêmes vont avoir des difficultés d'accéder à l'argent. Non seulement ils dépensent plus parce qu'il y a de l'inflation, mais maintenant, en plus, on leur retire la capacité d'aller vers le crédit parce que le crédit est de plus en plus cher, l'accès à l'argent est de plus en plus cher. Donc, il sent bien qu'il y a un moment compliqué et là aussi, quelque chose qui peut se passer. Et c'est là où on ne comprend pas, si vous voulez. Il fait des constats qui sont à peu près celles que l'on peut faire. Et puis en même temps, il ne tend pas la main, alors que c'est assez simple pour lui. Évidemment, projeter, on a besoin qu'il avance vers quelle direction en tout cas, mais qu'il projette vers des sujets qui sont effectivement ceux qu'il veut pousser. Alors il dit d'ailleurs, regardez qu'on fait de la concertation avec les deux présidents de chambre, l'autre légitimité démocratique à part la mienne, eh bien, on est en train de rebâtir l'agenda de gouvernement qui deviendra un agenda parlementaire. Donc tout est un peu mélangé. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les oppositions, mais ça va être difficile pour les Français de s'y retrouver aussi. Et ça va être difficile aussi pour Elisabeth Borne, qui reste là en poste et qui obtient encore la confiance du président de la République, encore pour quelques semaines, dit-il. C'est là à où court terme. Exactement, on parlait de surprise ou de pas de surprise. On pouvait estimer à un moment donné que ce qui se passait là... Alors, je pense qu'il n'a tellement pas envie d'avouer une défaite qu'au contraire, il réaffirme une victoire, même avec le 49.3, même avec quelques voix. Il dit, mais s'il y en avait une, on aurait gagné. Et donc, en fait, il est quand même dans un rapport de force, dans un rapport de conflit, de compétition quand même institutionnelle et politique. Il ne le cache pas. Et donc là, pour le coup, pour lui, Madame Borne, elle a réussi son pari, puisque son pari, c'était de créer, évidemment, le 49.3 permet de créer une majorité. Elle a créé une majorité. Alors qu'elle devait trouver une majorité qu'elle n'a pas trouvée. Qu'elle n'a pas trouvée dans le vote positif ou négatif, ce que lui reproche d'ailleurs à juste titre Raquel Garrido, avec laquelle je ne suis pas toujours très d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il lui donne un satisfecit.
il n'y a pas de mea culpa, ça c'est certain, mais il y a un satisfecit auprès des acteurs gouvernementaux qui ont mené cette réforme. Il n'y a pas de mea culpa, mais il y a une concession. Je n'ai pas réussi à convaincre les Français sur la nécessité de faire cette réforme. Ni les Français, ni mes partenaires politiques, à part quelques responsables. Individuellement, il dit d'ailleurs c'est la filière qu'on va tracer, c'est la suite de notre mandat. Eh bien, il y a quelques hommes politiques et femmes politiques responsables, donc il pense évidemment aux Républicains qui se sont associés à sa majorité, qui ont permis de faire avancer ce texte, alors pas de le voter complètement, mais d'aller au bout et de la suite. Et donc c'est avec eux, avec elles et avec eux qu'on va pouvoir aller continuer dans la suite, qui encore une fois, on ne change rien, voire on accélère, puisque les résultats sont tellement bons. Mais la suite, elle va durer 4 ans. On est au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il est déjà sous la barre des 30% de popularité. Cette prise de parole, elle n'a rien arrangé. Non, pas du tout. Et en plus, il a choisi, disons-le, on est dans un média ici, international, il a choisi des médias, en tout cas un temps médiatique, un moment médiatique qui parle à une partie de la France. La moyenne d'âge de la part d'audience de chacun des deux journaux, elle est déjà à la retraite. Elle est à 61, 61 et demi. Donc elle est déjà à la retraite. Alors c'est clair. Après, c'est une énorme couverture, les deux journaux associés plus vos antennes. Ça veut dire qu'il parle quasiment à tous les Français qui sont à leur télé à midi ou à 13h. Mais c'est pas les années 70, c'est même pas les années 80. En province aussi, on rentre très peu aujourd'hui pour déjeuner à la maison. Là aussi, c'est une forme de décalage. Je ne sais pas qui lui a conseillé cette espèce de folie médiatique, mais ça doit être dans son environnement, certainement ses experts en communication. Alors, il a calibré, soyons clairs. Là où c'est plutôt pas mal fait, c'est que on a calibré un discours qui parle à cette population. L'ordre, la réalité du progrès, je vous garantis que vous pourrez toucher vos retraites, je vous garantis que vous allez pouvoir vivre tranquillement, les efforts jusqu'au bout. Exactement. Donc, on a calibré un message qui devait parler aux Français et qui n'aurait pas pu passer à 20h pour un 13h qui parle à une partie de la France. Et qui a été assez court quand même. Qui a été assez court et qui est effectivement très offensif, très maîtrisé, mais écrit pour cette partie de la France. Et là, pour le coup, encore une fois, on a un décalage qui se fait parce que les commentaires, ça va être quoi? Ça veut dire qu'il parle à cette partie de la France, qu'il n'a pas compris ce qui est en train de se passer. Par contre, aujourd'hui, évidemment, tout se diffuse. C'est pas parce qu'on parle à 13h que ça s'arrête. Évidemment que c'est immédiatement en réseau, qu'il y a immédiatement partagé socialement. Et à partir de là, on peut imaginer que dès ce soir, il y aura des réactions à quelque chose qui, encore une fois, ni ne mea culpa. On continue. Les acteurs, on a gagné. Vous voyez, alors j'espère qu'il n'y aura pas d'embrasement par rapport à cette affaire, mais je le considère évidemment. Maintenant, c'est un défi qu'il lance aussi aux syndicats. Il a giflé quasiment M. Berger, qui était son allié principal au cœur de ce système. Et les syndicats eux-mêmes sont inquiets. Les syndicats eux-mêmes, je le répète, parce que les bases les échappent aujourd'hui très largement. Et il y aura donc cette nouvelle journée intersyndicale demain. Il y a eu des actions coup de poing ce matin, comme à Brest, à Saint-Nazaire ou encore à Marseille. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien.